Donc merci de l'invitation, Élise et Stan. Donc moi je suis Coralie Chevalier, je vais vous présenter un travail qui a été fait en collaboration avec Mélusine Boonfaller et avec Élise Huillery, et qui porte sur les comportements d'attente et les choix dans l'enseignement supérieur. Ok, donc les recherches, énormément de recherches en psychologie et en économie montrent que les personnes qui sont issues de milieux socio-économiques défavorisés ont des comportements d'attente qui sont différents de celles des personnes qui proviennent de milieux socio-économiques plus favorisés, et ce, pour des raisons qu'on peut attribuer en partie au moins à la structure de l'environnement. Premièrement, le manque de ressources. Donc, quand on manque de ressources, ça impose de donner une priorité à des comportements qui permettent d'éviter une pénurie immédiate. Et donc, l'attention à des besoins urgents, cette attention-là, elle peut se faire au détriment d'investissements de plus long terme. Donc, c'est une logique en fait de priorisation des besoins de court terme qui permet de comprendre pourquoi les difficultés socio-économiques sont associées à ce qui peut sembler être un signe d'échec d'autorégulation ou d'impulsivité, un manque de prise en compte des enjeux de long terme, un manque de planification. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que ça semble être ça, mais en réalité, quand on prend en compte le manque de ressources, c'est véritablement une logique assez rationnelle qui s'exprime. Deuxièmement, l'instabilité et l'incertitude de l'environnement imposent aussi de savoir s'adapter très rapidement à des conditions environnementales qui changent. En effet, si on est constamment exposé à des signaux qui indiquent qu'on ne peut pas prévoir de quoi l'avenir sera fait, alors c'est logique de concentrer son énergie sur le présent, sans attendre et sans investir dans un avenir dont on sait qu'il est incertain. Or, les environnements précaires sont fréquemment associés, non pas seulement à un manque de ressources, mais aussi à un fort niveau d'instabilité et d'incertitude. Et donc, les personnes qui vivent dans ces environnements, en toute logique, peuvent être amenées à développer des stratégies de manière plus ou moins consciente, plus versatiles, plus agiles, qui leur permettent de réagir de façon rapide à un environnement qui fluctue beaucoup. Et enfin, Voilà. Et enfin, le sentiment d'avoir un statut social plus faible contribue lui aussi à diminuer la confiance dans le futur. Pourquoi ? Parce que quand on a un statut social perçu plus faible, alors on a un faible sentiment de contrôle qui accompagne, qui diminue la confiance dans le fait que l'avenir se déroulera comme prévu. Et ça réduit en bout de chaîne le bénéfice qui est perçu à renoncer à des récompenses immédiates au profit de récompenses futures. Donc pour toutes ces raisons, les ressources, l'incertitude, le statut social, on peut s'attendre à ce que les comportements d'attente soient différents pour des personnes qui sont issues de milieux défavorisés. Et l'idée que je défends là n'est pas que l'exposition au manque de ressources, à la précarité et à l'adversité diminue la capacité des élèves à s'autoréguler, mais plutôt que la vie dans un environnement défavorable déplace leurs priorités vers la réalisation d'objectifs de court terme, et dans une certaine mesure, c'est adapté et rationnel. Donc, les recherches en économie et en psychologie indiquent, conformément à ce que je viens d'exposer, qu'il existe un gradient socio-économique dans les comportements d'attente, et cet effet, il est connu et il est robuste. Donc, j'ai juste mis là une méta-analyse récente qui concerne 248 effets collectés dans 70 études indépendantes auprès de plus de 35 000 personnes et qui montre qu'il existe une association entre le fait de vivre dans un environnement difficile pendant son enfance et la tendance à l'âge adulte à faire des choix de court terme. Alors cet effet, il est souvent mesuré dans des tâches expérimentales qui sont très contrôlées mais qui sont assez artificielles dans des laboratoires de psychologie ou d'économie comportementale, avec des tâches qu'on appelle d'évaluation temporelle, au cours desquelles on demande aux personnes de choisir entre une récompense plus petite, mais disponible immédiatement, par exemple recevoir 10 € aujourd'hui, et des récompenses qui sont plus importantes, mais retardées dans le temps, par exemple recevoir 20 €, mais dans une semaine. Et cette tâche permet de mesurer de manière très nette à quel point les personnes sont disposées à attendre pour obtenir une récompense plus importante, plutôt que de choisir une récompense plus petite, mais immédiate. Alors, au-delà de ces tâches de laboratoire, on trouve aussi la signature
indirecte de cette différence d'attente dans des comportements de la vie réelle, pour toutes sortes de décisions qui nécessitent d'investir dans le long terme. Par exemple, l'investissement dans la santé préventive, dans l'éducation, même la protection de l'environnement, ça c'est du long terme. Enfin de moins en moins, ou encore la planification financière, la consommation de drogue, etc. C'est-à-dire tout un ensemble de comportements qui résultent de décisions d'attendre ou pas, de faire preuve de patience ou d'impulsivité, de restreindre son impulsivité, d'écouter ses besoins de court terme, etc. En revanche, il est très rare d'avoir la possibilité d'observer véritablement un comportement d'attente dans la vraie vie, et d'observer en parallèle la conséquence dans la vraie vie de ce comportement d'attente. Et c'est ce qu'on va chercher à faire dans cette étude. Parce que lorsque les élèves doivent prendre une décision d'orientation, eh bien, ils sont confrontés face à ce qu'imposent les algorithmes comme Parcoursup ou APB, à le choix d'attendre ou de prendre leur décision immédiatement. Donc dans l'étude qu'on conduit, notre objectif, c'est de décrire les comportements d'attente quand les élèves de terminale décident des études qu'ils feront dans le supérieur. Et on fait l'hypothèse que tous les élèves n'attendent pas autant qu'ils le pourraient. Le deuxième objectif, c'est de déterminer s'il est utile ou non d'attendre. Après tout, peut-être qu'ils n'attendent pas, mais qu'ils ont des bonnes raisons de ne pas attendre, pour maximiser ses propres préférences subjectives et la qualité objective du cursus. Et là, on fait l'hypothèse qu'attendre conduit à intégrer une formation qui est à la fois préférée par les élèves du point de vue subjectif et une formation qui est objectivement meilleure. Ensuite, notre objectif, c'est aussi de tester l'existence d'un gradient socio-économique dans le comportement d'attente. Et là, on fait l'hypothèse que les élèves boursiers attendent moins que les élèves non boursiers. Et enfin, cette étude nous permet d'explorer les causes de ces différences d'attente. Et on suivra ici un modèle simple dans lequel on postule que la décision d'attendre est influencée par la probabilité d'être admis, le gain de préférence espéré si on est admis et le coût à attendre. Alors pour ça, on utilise les données de la plateforme Admission Post-Bac, APB, qui a été utilisée jusqu'en 2017 et sur laquelle environ 600 000 étudiants s'inscrivaient chaque année. Donc la plateforme ouvrait en janvier, les élèves soumettaient une liste de vœux ordonnancés jusqu'à fin mars, et ensuite ils pouvaient modifier l'ordre de leurs vœux jusqu'à fin mai. Et il y avait ensuite 3 phases d'admission au cours desquelles chaque étudiant recevait une seule offre et pouvait soit l'accepter, soit attendre dans l'espoir d'obtenir une offre qu'il ou elle préférait. Et la troisième possibilité, c'est d'abandonner. Alors pourquoi on a choisi de travailler sur APB alors que maintenant c'est Parcoursup ? Eh bien parce que contrairement à Parcoursup, les élèves devaient classer leur choix, ce qui signifie qu'APB nous permet d'accéder aux préférences subjectives des élèves. Et on ne peut plus le faire avec Parcoursup aujourd'hui. Par ailleurs, et comme dans Parcoursup cette fois, APB contient suffisamment d'informations pour décrire de façon objective le niveau de la formation et toutes sortes de caractéristiques des élèves. Et enfin, APB nous permet de mesurer ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le choix d'attendre ou pas à l'issue de chaque phase. Donc voici plus précisément les informations qu'on utilise, donc les vœux formulés par les élèves et leur ordre, le lycée d'origine, le statut boursier-non-boursier, la filière au bac, la moyenne au bac, l'offre faite aux élèves à l'issue de chaque phase et le choix des élèves à l'issue de chaque phase. Et on s'appuie pour ça sur un échantillon de 93 000 élèves qui correspond à la totalité des élèves inscrits en terminale. Donc là, je prends du haut vers le bas, je ne sais pas si vous voyez suffisamment bien. Donc les élèves inscrits en terminale dans la filière générale ou technologique, ayant formulé un vœu valide, ayant candidaté dans la phase principale, ayant reçu au moins une offre, ayant fourni une réponse à l'issue de la phase 1 et ayant eu à faire le choix d'attendre ou pas. Donc voilà à quoi ça ressemble du point de vue des élèves. Ils formulent leur choix et ils les ordonnent. Et ils mettent en haut le choix qu'ils préfèrent. À l'issue de la phase 1, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on a le cas d'un élève qui est pris dans son vœu 3 et qui a la possibilité d'attendre pour espérer aller au lycée Carnot. Donc maintenant, on passe aux résultats. Donc pour comprendre, avant d'aller aux résultats, ce que je vous ai montré là à l'instant se répète à chaque phase et ça nous permet de catégoriser les élèves en plusieurs catégories, ceux qui n'ont jamais attendu, ceux qui ont attendu une fois et ceux qui attendent toujours quand ils ont la possibilité d'attendre.
Donc maintenant, on passe aux résultats. La première question qu'on se pose, c'est que est-ce que tous les élèves attendent ou pas autant qu'ils le pourraient? Et la réponse est non. Une part importante des élèves qui ont la possibilité d'attendre choisit de ne pas le faire. Pourtant, attendre n'expose pas les élèves au risque de perdre leur offre initiale, puisque l'offre est garantie, et ne peut que les amener à obtenir un choix supérieur à celui qu'ils ont obtenu. On avait également prédit que attendre conduirait à intégrer une formation préférée. Donc pour ça, on a examiné le rang de la formation où les élèves sont admis en fonction de leur comportement d'attente. Voilà. Et on observe qu'en moyenne, les élèves qui attendent toujours gagnent près d'un rang dans leur liste de vœux par rapport aux élèves qui n'attendent jamais. Et par ailleurs, 38% des élèves qui attendent toujours sont admis dans une formation mieux classée dans leur liste que ne l'était l'offre initiale. Donc là, on a un premier indice que attendre est bon, attendre est utile. Alors voyons maintenant si ça se vérifie aussi du point de vue objectif. Donc là, cette fois-ci, on regarde la moyenne des notes au baccalauréat obtenues par les élèves qui sont admis dans une formation donnée. Donc ça nous donne une idée de la qualité de la formation. Et là, ce qu'on observe, c'est que les élèves qui attendent toujours sont admis dans des formations dont les élèves, en moyenne, ont obtenu 0,12 points de plus au baccalauréat par rapport aux élèves qui n'attendent jamais. Donc, conformément aux hypothèses qu'on avait formulées, on constate que toujours attendre, c'est utile pour maximiser à la fois ses propres préférences et la qualité objective de la formation. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, puisqu'on sait que c'est utile, est-ce que oui ou non, il y a une différence entre les boursiers et les non-boursiers? Et donc la réponse est oui, il y a une différence. Être boursier du secondaire augmente de 26% la probabilité de ne pas toujours attendre lorsque le choix se présente. Donc maintenant, je me tourne, et ce sera la fin de cette présentation, vers les causes de ces différences d'attente. On va commencer par la probabilité d'être admis. Donc c'est le début du modèle. Attendre, c'est conditionné par probabilité d'être admis, interagit avec le gain de préférence espéré moins le coût à attendre. Donc on commence par la probabilité d'être admis. Et là, ce qu'on observe, c'est que la probabilité d'attendre change avec la probabilité d'être admis. Un certain nombre de facteurs comme la filière, les notes au baccalauréat, le nombre de formations en liste d'attente, le rang sur la liste d'attente. En effet, ce n'est pas la même chose d'attendre pour une formation où on est bien classé sur la liste d'attente que pour une formation où on est classé bas dans la liste d'attente. Et ce qui est très intéressant, c'est la ligne du haut qui montre que la différence entre les boursiers et les non-boursiers subsiste quand on prend en compte tous ces facteurs d'intérêt. Maintenant, on prend en compte le gain de préférence espéré. Et là aussi, on constate que plus le rang de l'offre initiale est bas, plus le bénéfice à attendre est élevé. Et par conséquent, les élèves attendent plus. Mais on voit à nouveau que la différence entre les boursiers et les non-boursiers subsiste quand on prend en compte l'ensemble des facteurs. Alors pour ce qui concerne les coûts à attendre, on est encore en train d'analyser les données, mais je vous donne une idée un peu de ce qu'on envisage comme coûts à attendre. Donc à la fois des facteurs matériels, la probabilité d'avoir à déménager, le prix du loyer dans l'endroit où on va faire ses études, est-ce que oui ou non il y a un internat dans le vœu qu'on a formulé. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mesurer grâce à APB. Et puis, il y a plein d'autres facteurs qu'on ne peut pas mesurer dans APB, comme le niveau d'impulsivité de base de l'élève, le manque de confiance en soi, le manque de confiance dans APB, etc. Donc pour conclure, ce qu'on observe dans cette étude, c'est que lorsque les élèves ont la possibilité d'attendre pour espérer être admis dans une formation qu'ils ont eux-mêmes mieux classée, une part importante des élèves choisit de ne pas attendre. Pourtant, attendre conduit les élèves à être admis dans des formations qui sont préférables subjectivement et meilleures objectivement. Cette observation est vraie pour tous les élèves, mais les élèves boursiers attendent encore moins que les élèves non boursiers. L'origine de cette différence dans le comportement d'attente entre les boursiers et les non-boursiers n'est pas entièrement attribuable à des facteurs comme la probabilité d'être admis ou le gain de préférence espéré, ce qui suggère que, manifestement, il y a des différences dans les coûts à attendre qui ne sont pas les mêmes pour les élèves boursiers et les élèves non boursiers et que d'autres facteurs sont impliqués dans cette décision. Mais ce qu'on peut déjà conclure, c'est qu'il est
potentiellement important de prendre en compte ces différences de comportement d'attente entre les élèves boursiers et non boursiers dans le design des algorithmes d'allocation, parce qu'il y a fort à parier que ce soit plus facile de modifier le design de l'algorithme que les facteurs résiduels financiers, psychologiques qui distinguent les boursiers et les non boursiers. Je vous remercie, ainsi que Mélusine et Élise.